Bonjour à toutes et à tous, il est 10h35, je pense qu'il est temps maintenant de commencer. Mon nom est Kelvin Trisquet, je suis le chef de projet ClimatSub Business, former les acteurs de l'économie de demain. Avec Vinciane Martin, chargée de mission, nous avons le plaisir de vous accueillir à cette audition d'experts de la Task Force Audencia Compétences et Connaissances. Alors, ClimatSub Business, c'est un projet qui est piloté par The Shift Project afin d'alimenter les réflexions en cours sur l'enseignement des enjeux écologiques aux étudiants en gestion à travers le cas d'Audencia, qui est le partenaire principal du projet. À côté de ce partenaire, EM Normandie, MBS, TBS Éducation sont les autres établissements d'enseignement supérieur partenaires. Le campus de la transition, représenté aujourd'hui par Cécile Renoir, CNP Assurance, le Commissariat général au développement durable, le consortium Finance Climat et Carbon for Finance soutiennent également le projet. Alors, au sein du projet ClimatSub Business, la Task Force Audencia Connaissances et compétences a pour mission de définir le socle de connaissances et de compétences transverses dont tout diplômé en gestion devrait être doté. Pour info, la Task Force est composée des professeurs Anne Audranly, Adeline Ox et Dan Evans, des étudiants Clarissa Amouroux et Adrien Poisson, des alumni Emmanuel Charrier et Florent Mouroulier, de Sophie Saudray et Erika Loger-Cherel qui travaillent sur le référentiel de compétences de l'école. 4 auditions d'experts sont prévues pour alimenter les réflexions de la Task Force. Ces éléments de contexte étant posés, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile Renoir, directrice du programme de recherche Entreprise et développement de l'ESSEC, docteur en philosophie et présidente du campus de la transition. Elle abordera aujourd'hui l'importance de mobiliser les sciences naturelles et les sciences humaines pour intégrer les enjeux socio-écologiques à l'enseignement des sciences de la gestion et susciter un agir responsable en s'appuyant sur les 6 portes du manuel de la grande transition. La présentation durera approximativement 1 heure et sera suivie d'une demi-heure d'échange. La présentation et la période des questions, comme vous avez pu le noter, seront enregistrées et seront mises en ligne pour que vous puissiez les diffuser et les visionner en asynchrone. Pendant la présentation, Vinciane va mettre dans le chat un lien Google où vous pourrez vous inscrire pour être tenu informé des prochaines auditions et recevoir le lien vers la vidéo. Alors Cécile, merci d'avoir accepté d'intervenir et c'est à vous. Merci beaucoup Kelvin. Et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et je salue cette initiative-là du Shift en lien avec Audencia, avec les partenaires nommés. Et je dois dire, le campus de la transition est très heureux de pouvoir s'associer à ces travaux. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez? Je vais tâcher de… Très bien, on voit très bien. Alors, est-ce qu'on voit bien? Voilà. Parfait. Donc, voilà. Alors, voilà. D'ailleurs, je ne parle pas tout à fait de ce château de Forges où est ancré le projet du campus ce matin parce que je suis à Paris, mais je réside là avec une trentaine de jeunes professionnels, il y a des étudiants en service civique, des stagiaires et puis des bénévoles qui nous rejoignent, ainsi que des salariés et bénévoles qui ne résident pas sur place, mais qui contribuent au projet. Et l'idée du campus, c'est d'être un lieu de formation, de recherche et d'expérimentation, justement en va-et-vient avec tous les enjeux, notamment de transformation de l'enseignement supérieur. Voilà, alors pour démarrer, c'est sûr que s'intéresser au rôle que peuvent porter les écoles dites de commerce ou de management, et puis les disciplines de gestion en général vis-à-vis de la transition, je pense que c'est se dire que aucune discipline toute seule ne peut être à elle seule constituer la solution vis-à-vis des enjeux de transformation de nos sociétés, et que nous avons aussi à regarder comment, et particulièrement les sciences de gestion, contribuent à l'organisation de nos sociétés d'une manière qui favorise un développement soutenable aujourd'hui et demain. L'idée de la gestion, c'est bien d'organiser la vie quotidienne en mettant à disposition des biens et services et se poser la question du rôle des sciences de gestion, finalement, c'est se poser la question des finalités. À quoi sert le management, à quoi servent ces disciplines, et puis la question à la fois donc des finalités et puis des moyens en termes de réflexion, mais aussi en termes d'action. Et là, je mets juste, donc, je pense qu'on a tous vu la parution du nouveau rapport du GIEC hier. Et j'avais mis aussi la première page du Monde en août, que je trouvais particulièrement saisissante parce qu'il y avait à la fois le titre « Crise climatique, le terrible état des lieux »
Et puis, juste en dessous, économie, les salaires des grands patrons en forte hausse. Voilà, ce qui est une manière de désigner des enjeux qui sont à la fois des enjeux de transition écologique, économique, sociale. Voilà, et c'est bien l'articulation entre ces points de vue et ces perspectives qui est nécessaire donc, pour aborder les choses à la bonne hauteur. Alors, je vous propose donc de reprendre pour ma présentation le parcours des 6 portes qui est lié à l'apparition donc en octobre 2020 du manuel de la grande transition, qui est un manuel qui avait fait l'objet au départ d'une demande de la part de la ministre de l'Enseignement supérieur et de son directeur de cabinet, qui nous avait demandé justement de contribuer à un socle commun de connaissances et compétences pour la transition. Et donc, c'est en réunissant un certain nombre d'enseignants-chercheurs de différentes disciplines que nous avons décidé d'écrire cet ouvrage qui permet de passer par 6 portes complémentaires que je vais décrire tout de suite. Et puis, on a actuellement aussi un processus éditorial qui permet la publication de 12 petits manuels de la grande transition qui correspondent à la volonté de regarder de façon plus précise comment ces enjeux de transition et qui impliquent de l'interdisciplinarité, et je vais y revenir, sont reliés à des disciplines et permettent de favoriser une perspective finalement réflexive de chaque discipline au regard des enjeux de transition. Et on a d'abord 2 petits manuels que j'ai avec moi là, qui viennent de paraître sur la question de pédagogie de la transition et de transformation des campus, là, dans un sens aussi très concret. Un 3e ouvrage paraît ces jours-ci en librairie autour des enjeux de santé publique. Et le prochain petit manuel qui paraîtra est le petit manuel gestion, donc, qui peut être, je pense, une bonne ressource pour contribuer donc, à la réflexion autour de ce socle de connaissances et compétences pour la transition et plus précisément axé sur les cursus dans toutes les formations économiques et de management. Voilà, alors pour dire un mot des 6 portes, ce sont donc liés à ce parcours-là. À chaque fois, l'idée, c'est de se dire que nous avons des portes d'entrée qui sont complémentaires. Et je vais vous faire tout de suite un petit exercice. Et c'est intéressant de voir que nos façons de réfléchir et d'entrer dans des manières de faire, dans des actions, ne sont pas les mêmes. Et donc, on s'est dit que c'était intéressant comme fil conducteur de cette interrogation sur les disciplines et la grande transition, de pouvoir partir de ces réflexions croisées. Alors, je vais décrire chacune de ces portes rapidement. Il s'agit bien, avec cette idée de porte, cette porte d'entrée, de proposer des cheminements en disant que aucun d'entre nous n'a les solutions toutes faites, ça c'est absolument évident. Il s'agit de croiser les regards et il s'agit de croiser les disciplines avec les pratiques, d'où l'idée de non seulement d'interdisciplinarité, mais de transdisciplinarité, c'est-à-dire qu'il s'agit aussi de travailler avec des acteurs de terrain dans différents domaines qui sont porteurs d'expériences. Et ces expériences-là, parfois ces défis qu'il y a à pouvoir vraiment essayer d'avancer dans des dynamiques de transition, le repérage des blocages, des freins, mais aussi des leviers, va permettre aussi de poser de bonnes questions aux disciplines pour qu'elles s'en saisissent et aident à dessiner des chemins et des voies de transformation. Alors, tout ça peut paraître peut-être un peu abstrait, alors je vais essayer ensuite de donner des exemples très concrets. L'idée, donc, c'est qu'il s'agit à chaque fois d'outils, finalement, on a mis là comme des briques, des Legos, qui vont nous permettre de construire ensemble des modèles de société plus ajustés. Et donc, ce qui vaut particulièrement pour les disciplines des gestions qui sont supposées nous donner des moyens d'organiser justement le fonctionnement de nos sociétés de façon très concrète. Alors, ces 6 portes, là, vous voyez les pictos des portes, je les résume rapidement. Alors, comme moyen mnémotechnique, en fait, on a choisi des mots grecs, les mots grecs qui se trouvent déjà dans les mots économie et écologie. Il y a oikos, nomos et logos. Et puis, nous avons rajouté 3 portes qui sont ethos, praxis et dynamis.
Alors, un petit mot pour dire, Oikos, c'est les enjeux du système Terre, la maison commune, le diagnostic à poser sur ce qui se passe actuellement. Et pour ce, je lisais le Monde, l'édition d'aujourd'hui, dans le train ce matin, et on voyait les problèmes pour certaines îles, ou les problèmes pour les villes et les populations des zones côtières. Voilà, tout ça, c'est très concrètement quel diagnostic poser. Donc, beaucoup avec les sciences dures, sciences du vivant, mais aussi tout de suite, quels effets pour les populations, ce qui veut dire s'intéresser aussi à des enjeux démographiques et autres. Donc, ça, c'est Oikos. Et puis, notre deuxième porte, c'est Ethos. Donc, à partir de là, quels outils de discernement éthique, ce qui veut dire se poser la question de savoir quel type de société désirable nous voulons voir advenir, quels critères de justice dans nos sociétés, et ce qui pose bien la question de la responsabilité des acteurs. Je vais y revenir aussi tout à l'heure. Donc, deuxième porte, ethos, donc les enjeux éthiques. Troisième porte, nomos. Nomos, ce sont les règles du jeu. Quelles règles pour organiser nos sociétés? Donc, évidemment, là, les disciplines de gestion, l'économie, le droit, la science politique sont particulièrement mobilisées. Ça nous invite à nous demander si le fonctionnement de nos sociétés, les règles du jeu telles qu'elles existent, les institutions, est-ce que ces règles, ces institutions correspondent à ce qui est nécessaire pour pouvoir avancer ensemble? Comment se livrer à une critique à la fois interne et externe de ces outils de mesure, d'évaluation, de ces modes de gouvernance, de ces institutions? Voilà, c'est tout ce questionnement-là qui est abordé avec la porte Nomos, qui conduit directement à la porte Logos, parce qu'on voit bien que les règles du jeu, il faut les changer, mais pour les changer, il faut quand même qu'il y ait une vision un peu désirable de ce qu'on veut voir advenir. Et donc, on trouve la question des mots de la transition, la question des récits qui sont utilisés, et la question des imaginaires qui vont nous permettre en gros, de transformer l'essai. Et donc, la porte Logos, elle s'intéresse justement à ces mots, ces récits, ces rationalités à l'œuvre, en soulignant la complémentarité entre les rationalités de type technoscientifique et les rationalités plus symboliques, ce qui a trait aux arts, à la littérature, aux humanités en général. Et puis, de là, on arrive à la cinquième porte, la porte praxis, qui touche donc à la question de l'agir, et donc à la fois l'action, les échelles de l'action, les acteurs, et du coup, une interrogation sur les nouvelles formes du travail nécessaires pour être adaptées aux enjeux de la transition. Et la porte praxis se termine dans le manuel par une interrogation sur les questions de violence. Et je pense que c'est une interrogation que portent beaucoup de jeunes aujourd'hui, enfin et de moins jeunes, mais c'est de savoir si on peut parvenir à transformer les choses sans une certaine violence dans les moyens d'action, sachant qu'il y a déjà une violence qui s'exerce sur des personnes précarisées et plus vulnérables à l'échelle de la planète entière. Voilà, et tous ces éléments-là nous font arriver à la sixième porte, qui est la porte d'Unamis, qui invite à se poser la question là, les moyens d'une reconnexion à la fois à soi-même, aux autres, à la nature, on pourrait dire à plus grand que soi. Et cette porte d'Unamis, elle a trait à ce que certains appellent l'éco-psychologie, aussi à la dimension spirituelle, au sens le plus large, la question du sens de nos existences à une échelle individuelle ou collective. Voilà, donc voilà, tout petit panorama. Alors, voilà, vous voyez là un tout petit résumé de ces portes qui va avec une invitation à regarder toutes nos façons de réfléchir à l'aune de ces 6 portes, ce qui va valoir particulièrement pour les sciences de gestion. Ce que je vous propose là, c'est de prendre peut-être 1 minute en regardant cette diapositive et vous dire peut-être pour vous-même, prendre conscience de la porte qui est peut-être pour vous la porte d'entrée privilégiée. Et du coup, je propose que dans le chat, chacun puisse mettre la porte qui est sa porte d'entrée, voilà, habituelle pour commencer voilà, à regarder les questions écologiques et sociales pour vous et de manière plus générale dans vos existences. Voilà, par quoi est-ce que vous passez en premier, sachant que voilà, notre idée avec le manuel, c'est de se dire finalement, nous avons tous à aborder toutes ces portes, mais les sensibilités ne sont pas forcément les mêmes.
Alors, c'est intéressant de voir tout ce qui défile. Il y a quand même beaucoup d'éthos. Dunamis intervient, logos, on a du oikos, du nomos, du praxis. Et je crois que toutes les portes sont nommées. Et bon, voilà, c'est intéressant de voir comment chacun prend les choses, soit plus à partir de son expérience personnelle, soit à partir peut-être d'un diagnostic général, à partir de l'action, à partir peut-être aussi de l'indignation éthique ou du souci de partir des récits, des imaginaires. Alors, ce que je vous propose, c'est de reparcourir ces 6 portes en essayant de voir comment elles nous permettent aussi de réfléchir à l'aune des disciplines de gestion. Et c'est vraiment moi-même, ce que j'essaie de faire, c'est justement d'ouvrir des portes ou de nous inviter à nous poser de bonnes questions. Parce que je pense que c'est la première chose pour pouvoir aborder ces questions au bon niveau, c'est de poser les questions d'une manière qui est ajustée et qui ne va pas bloquer, qui va pouvoir ouvrir un questionnement ultérieur, favoriser des collaborations. Et je pense que c'est quand même un point de départ qui est absolument essentiel, c'est-à-dire pour ensuite agir. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de discours et qu'il faut passer à l'action, mais pour le faire, il faut sans doute bien s'arrêter et avoir cette attitude réflexive à l'égard de nos propres manières de fonctionner. Alors, donc je reprends le parcours. Avec Oikos pour démarrer. Alors, je démarre avec quand même une représentation, enfin une double représentation. Un tableau de Goya qui avait été d'ailleurs évoqué par Michel Serres dans un de ses ouvrages et qu'on a repris dans le manuel, parce qu'on trouvait ce tableau très parlant, 2 personnes qui se battent, vous voyez, avec des gourdins, alors même qu'ils sont en train de s'enliser. Et je crois que ça peut dire quelque chose de nos sociétés dans lesquelles on a de multiples motifs de conflits et sans parfois voir que la maison brûle, pour reprendre l'image qui avait été utilisée, je crois, par le président Chirac en 2002. Voilà, comment regarder dans la bonne direction, tous ensemble. Alors, Oikos, c'est le diagnostic. Je vais aller un peu vite parce que je pense que la plupart d'entre vous ont des éléments relatifs aux sciences du climat, sciences de l'ingénieur et qui nous permettent de prendre conscience de la gravité de ce qui est en jeu. Alors, vous voyez là sur ce dessin, cette grande accélération, en 4000 ans, en partie par million, qui est une manière de regarder l'évolution du CO2 dans l'atmosphère, on a eu une augmentation de 180 à 280 ppm et en 200 ans, de 280 à 410. Et pour être à la hauteur des accords internationaux et limiter à 1,5 degré l'élévation de la température, il faudrait réduire le chiffre de 410 à 350, d'où le nom de l'ONG 350.org. Voilà, donc ça dit quelque chose du défi. Si on prend toujours les conditions, ce qui est possible, ce qui est devant nous, si nous continuons sur les trajectoires insoutenables qui sont les nôtres, mais on voit qu'une partie de la planète fera face à des conditions de température et conditions aussi d'humidité au-dessus de 40 degrés et avec 100% d'humidité. En quelques heures, toute personne, même en bonne santé, meurt parce que son corps ne transpire plus. Et du coup, la température du corps augmente et en quelques heures, la personne décède. Sur nos trajectoires. Alors après, là, j'ai mis toutes ces… Cécile, je crois que tu as été interrompue. Alors, à moins que ce soit moi, je crois que tu as été interrompue par ta connexion pendant quelques secondes. Ah, alors, désolée, j'espère que vous avez… Je disais un mot donc de cette carte qui est extrait d'un des rapports du GIEC qui permet de visualiser comment certaines régions du globe vont devenir proprement invivables dans les prochaines décennies si nous continuons des trajectoires qui font élever la température et accroître le niveau d'humidité là dans certaines zones d'une façon
qui est donc mortifère à la fois pour le vivant en général et pour les êtres humains en particulier. On voit là ce que certains ont appelé la grande accélération, à la fois du point de vue du système Terre, d'un point de vue des sciences dures et aussi du point de vue socio-économique, avec, vous voyez, toutes ces courbes qui montrent une augmentation extrêmement exponentielle d'un certain nombre de productions, d'usages, et qui nous montrent bien que dans une planète aux ressources finies, nous avons des modes de production et de consommation voilà, qui sont complètement délétères. À partir de là, on a aussi un certain nombre d'informations sur le rôle des minerais, des métaux. Il y a des journalistes et des chercheurs qui, depuis un certain nombre d'années, alertent sur la raréfaction de ces minerais, de ces métaux, et le fait que d'ici quelques dizaines d'années, un certain nombre d'entre eux vont être épuisés. Donc, ce qui pose la question de savoir comment nous allons vers davantage de l'économie circulaire. J'ai remis là quelques chiffres que j'ai trouvés dans le dernier ouvrage de Guillaume Pitron sur l'industrie numérique et toutes les questions que ça pose du point de vue de l'accès à un certain nombre à la fois de terres rares et puis de métaux type le cuivre. Et sachant que pour aller vers des modèles économiques qui reposent davantage sur les énergies renouvelables, en fait, on a besoin d'énormément de minerais, ce qui pose vraiment la question, et là qui intéresse directement les sciences de gestion et les économistes, du type de croissance que nous voulons promouvoir et des impasses d'une croissance assise sur à la fois la consommation énergétique par habitant et qui est elle-même la consommation énergétique. Elle a été jusqu'à maintenant essentiellement une consommation énergétique en énergie fossile, qui était liée aussi à la consommation de minerais. Et donc, on est vraiment dans des dynamiques sur lesquelles il faut réfléchir en croisant justement toutes ces données, tous ces chiffres et le côté, quand on parle des sciences dures, et là on a le dur de la matière qui résiste, et qui nous montre qu'elle n'est pas, que nos ressources ne sont pas inépuisables. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes de transformation nécessaire de nos modèles économiques? Et là, j'évoquais les questions du point de vue du climat, les questions du point de vue des minerais, mais aussi du point de vue de la biodiversité. On sait qu'il y a le déclin d'un certain nombre d'espèces, d'extinction, et que tout ça, ça nous demande là aussi de changer nos manières d'envisager notre rapport au vivant, donc sous toutes ces formes. Une façon de résumer tout ça est ce que Kate Raworth a symbolisé avec l'image du donut, en parlant en anglais de donut economics. Cette économie du donut, du beignet, eh bien, l'image est parlante. Elle reprend les travaux de Rockström et d'un certain nombre de chercheurs en sciences dures sur les frontières planétaires, ce qui a été désigné comme des domaines vis-à-vis desquels il y a des seuils qui peuvent être dépassés et qui contribuent à des changements irréversibles au niveau de la planète, donc que ce soit du point de vue de l'acidification des océans, de la pollution chimique. D'ailleurs, là, je crois qu'on est passé dans le rouge il y a 1 ou 2 mois. Donc, on voit que du point de vue des enjeux écologiques, eh bien, il s'agit de respecter donc, là un plafond écologique, essayer de ne pas aller au-delà de certains seuils. Et puis, ce qui est intéressant dans la perspective que développe Kate Raworth, c'est aussi de se dire à quoi ça correspond aussi en termes de frontières sociales, donc un plancher social, faire en sorte que toute personne et peut-être tout vivant à travers la planète, aujourd'hui et demain, ait accès aux moyens d'une vie digne. Donc, ce qui implique de se poser des questions du point de vue de l'accès à des biens et services de base, et puis de déployer une réflexion aussi en termes politiques, citoyennes, en termes d'égalité, d'équité, etc. Voilà. Et donc, l'image du donut, elle invite à regarder ensemble ces frontières planétaires. Et on pourrait dire, alors je vais y revenir tout à l'heure, que du point de vue des modèles économiques, il s'agit précisément de créer de la valeur économique et financière à l'intérieur du donut, dans la zone verte.
Alors ça pose évidemment tout ça, je suis toujours dans Oikos, la question du rôle des différentes sciences et l'articulation entre la manière dont les sciences dures vont intervenir pour nourrir une réflexion sur la transformation des modèles économiques. Là, j'ai mis les abeilles parce qu'on sait qu'il y a, il y a eu beaucoup de polémiques sur la question de l'interdiction de l'usage ou de l'interdiction des néonicotinoïdes. Je vous renvoie à des ouvrages comme celui de Stéphane Foucard, qui a fait un travail de fourmi pour justement analyser les évolutions des pratiques et aussi des pratiques de recherche et la manière dont on a pu aussi instrumentaliser certaines recherches pour faire valoir que l'usage des néonicotinoïdes n'est pas si néfaste vis-à-vis de l'extinction de certaines espèces. Et ça pose vraiment la question, et je pense que ça nous renvoie à des questions épistémologiques aussi, y compris dans des enseignements de gestion, sur ce rôle, comment les sciences peuvent être aussi manipulées au service d'intérêts financiers, économiques, politiques. Et donc, je détaille pas plus, mais dans cette porte Oikos, il y a vraiment cette idée de regarder quel est le diagnostic posé par des scientifiques, mais aussi apprécier comment certaines études scientifiques peuvent faire l'objet de manipulation. Sans parler aussi des fake news et de la manière de falsifier des données. Alors, ça me conduit aussi à ce qui est la dernière section de ce chapitre Oikos dans le manuel, et je pense qui est autour d'une réflexion sur les communs. Je ne sais pas si parmi vous, tout le monde est familier de l'approche des communs, qui a été pas mal elle a gagné une certaine notoriété avec le prix Nobel d'économie donné à Elinor Ostrom, qui est en fait une chercheuse au départ en sciences politiques, autour de la question des communs, des ressources. Elle a fait pas mal d'enquêtes de terrain aux États-Unis, notamment sur la façon dont les communautés géraient d'une manière pérenne des ressources de pêche, des pâturages. Et en fait, c'était une façon de se situer dans un peu un débat avec des chercheurs qui ont insisté sur, pour prendre le terme de Gareth Hardin, ce qu'on appelait la tragédie des communs. Le fait que dans un certain nombre de cas, des ressources qui sont en libre accès vont faire l'objet d'une prédation de la part de personnes qui vont venir se servir, et sans qu'il y ait une organisation collective de la gestion pérenne de ces communs. Et ce qu'ont montré les travaux d'Elinor Ostrom, c'est qu'en fait, des communautés de manière ancestrale ont pu vivre sur des territoires en prenant soin de ces ressources ensemble. Donc, elle essaye d'analyser ce que veut dire ce travail ensemble pour une gestion pérenne de communs de différentes natures. Et ça, toute cette réflexion-là a été développée par un certain nombre de chercheurs de différentes disciplines, à la fois des économistes, des juristes, des philosophes, des sociologues, des politologues, en reprenant finalement des débats qui existent depuis l'Antiquité. Là, on reprend en reprenant les termes de res nullius ou res nullius in bonis. On avait déjà dans le droit romain cette idée qu'il y avait des ressources qui étaient à partager, qui étaient en commun. Et puis, les res nullius in bonis, c'était vraiment les ressources ou les zones inappropriables. Depuis le Moyen-Âge, il y a toute une réflexion aussi, et notamment qui a démarré en Angleterre avec le phénomène des enclosures, sur ce que veut dire approprier un certain nombre de ressources, par exemple des forêts, des pâturages, pour donner à certains la capacité de gérer ces pâturages pour leur intérêt privé, ce qui se portait en faux contre des pratiques qui consistaient à laisser des personnes, y compris les plus pauvres dans une société, avoir accès justement à certaines ressources, notamment à pouvoir récolter du bois, etc. Donc tout ça a permis de développer une réflexion sur ce qu'on a pu appeler des nouvelles enclosures dans nos sociétés contemporaines, en disant finalement, est-ce que ce n'est pas ce qu'on est en train de faire dans la réflexion autour de toute l'économie de la connaissance, des brevets, etc., parfois en spoliant les communautés indigènes de certains de leur savoir
ancestraux et d'une certaine manière en les commercialisant. Et donc, du coup, il y a toute cette réflexion qui est au croisement de l'économie, du droit et de la science politique sur ce que seraient les frontières de la propriété, de l'appropriation privée dans nos sociétés. Et finalement, si on se pose les questions simples, c'est de quoi avons-nous besoin les uns et les autres pour bien vivre? Et donc, du coup, quels sont les biens et services auxquels tous et toutes devraient avoir accès aujourd'hui et demain? Et du coup, j'ai mis le tableau là qui résume les perspectives développées par Elinor Ostrom et par d'autres, avec des catégories pour les économistes qui sont les catégories de rivalité et d'exclusion. Et on peut donc jouer avec ces quatre, ça donne les deux catégories, permettent de distinguer 4 sortes de biens. Ce qu'on peut appeler les biens privés, qui sont les biens donc rivaux et exclusifs. Et puis les biens, de l'autre côté, les biens publics, qui sont les biens non rivaux et non exclusifs. Alors, les termes sont assez parlants. Quand on dit un bien rival ou non rival, un bien rival, c'est le fait que je consomme ce bien rend d'autres personnes moins capables d'avoir accès à ce bien ou de le consommer. Et le critère d'exclusivité, de non-exclusivité, ça signifie que pour des raisons scientifiques, politiques ou autres, on se dit qu'il y a des personnes qui peuvent être légitimement exclues de l'accès à certains biens. Et donc, vous voyez que le débat important dans nos sociétés aujourd'hui, c'est finalement de se dire quels sont les biens qui sont des biens qui doivent être non exclusifs. C'est-à-dire, si on veut que chacun ait accès à un certain nombre de biens et services, on doit s'intéresser, débattre sur les biens non exclusifs. Et ceux qui font problème, c'est évidemment les biens qui sont à la fois rivaux et non exclusifs. Parce que les biens non rivaux, auxquels tous peuvent avoir accès, tous peuvent consommer facilement, mais dans ces cas-là, il n'y a pas trop de problème. Malheureusement, contrairement à ce que certains philosophes, d'ailleurs comme Locke, avaient évoqué à leur époque en disant des biens comme l'eau sont soi-disant seraient non rivaux et non exclusifs, on voit que ce n'est pas le cas et que beaucoup de biens sont en fait des biens rivaux. Et donc, la catégorie de biens communs est particulièrement intéressante parce qu'il s'agit de se dire finalement, quels sont ces biens communs ou ces biens communs mondiaux qui sont finalement ce qui permet de désigner ce à quoi toute personne devrait pouvoir avoir accès. Et je pense qu'il faut prendre le terme de bien de façon très large, en termes de biens, de ressources, de valeurs partagées, à partager dans nos sociétés. Si je reviens un peu plus précisément à la façon dont Elinor Ostrom va regarder comment les choses peuvent se passer, et d'un point de vue aussi de gestion, justement, elle va souligner comment, quand on s'intéresse à la perspective des communs, eh bien, on va s'intéresser aux ressources à partager, à transmettre. Ça va de pair avec une interrogation en termes de droits, et elle désigne un certain nombre de ce qu'elle appelle en anglais un bundle of rights, un certain nombre de droits complémentaires sur lesquels les gens doivent s'accorder pour pouvoir gérer ces ressources de façon pérenne, ce qui va de pair aussi avec une interrogation en termes de mode de gouvernance adapté à la gestion de ces biens. Voilà, alors j'ai un petit peu détaillé ça parce que je crois que pour réfléchir aujourd'hui à des sciences de gestion et à une manière de revisiter nos modèles économiques, cette approche des communs peut être intéressante. Alors, en fait, ce qui est aussi, à mon sens, intéressant, c'est d'articuler l'approche des communs qui insiste beaucoup sur le caractère dynamique d'une vision en commun. En gros, une approche la plus démocratique possible qui permet à des gens de définir ensemble des droits et de se mettre d'accord sur la façon dont ils vont gérer et transmettre ces biens et services. L'approche par les communs, elle doit être articulée avec ces débats collectifs sur ce que sont les biens communs. Et puis, je crois, et ça va me permettre de faire le lien avec l'apporte ethos, ça va de pair avec une interrogation autour du bien commun, où tout ça, comment c'est lié à une certaine conception de la vie bonne, ou, pour le dire peut-être d'une manière qui parlera plus à un certain nombre, de bien vivre. Que veut dire bien vivre et bien vivre ensemble? Alors, du coup, j'arrive à la porte ethos, qui est justement centrée sur cette question du discernement
et de la décision pour bien vivre ensemble. Alors, j'ai mis là pour évoquer les dilemmes auxquels nous devons faire face à une échelle qui n'est pas seulement locale, nationale, mais bien une échelle internationale. C'est, vous voyez là, un graphe sur lequel il y a en abscisse l'indicateur de développement, de développement humain, qui mesure, donc qui reprend les travaux d'Amartya Sen au départ, et qui permet de regarder le revenu, le PIB par habitant, l'accès à la santé en termes d'espérance de vie à la naissance et l'accès à l'éducation avec le taux d'alphabétisation adulte et le taux de scolarisation au primaire. Et puis ça, c'est en abscisse. Et en ordonnée, vous avez la notion d'empreinte écologique qui essaye de regarder qu'est-ce que veut dire nos modèles économiques, qu'est-ce qui nous donne de consommer en termes de ressources. Et cette idée d'empreinte, c'est de pouvoir regarder comment nous consommons trop de ressources naturelles par rapport à ce qui est renouvelable, par rapport aux conditions justement de gestion pérenne de ces ressources. Et vous voyez que le cadran dans lequel il faudrait que tous les pays soient, c'est le cadran en bas à droite du graphe, et malheureusement, il n'y a aucun pays qui s'y trouve. C'est-à-dire un indicateur de développement humain élevé et une empreinte écologique faible, ce qui veut dire quelque chose des enjeux pour nos sociétés, à la fois en prenant des scores moyens, mais évidemment en s'intéressant aussi aux inégalités qui vont exister à l'intérieur même des sociétés de la planète. Et donc, tout ça pose évidemment plein de questions éthiques, de savoir comment est-ce qu'on va répartir le poids des efforts pour réduire l'empreinte écologique, qui doit payer, entre guillemets, et donc quels critères de justice, quels critères de répartition, ce qui veut bien dire quelle responsabilité pour quels acteurs. Alors, si je reprends la définition que donne le philosophe Paul Ricoeur de la démarche éthique, on a repris dans le manuel cette approche parce qu'elle permet de combiner différents courants éthiques. L'idée n'est pas ici de se positionner pour un seul courant philosophique, éthique, mais plutôt de donner des billes, entre guillemets, pour réfléchir. Alors là, dans l'expression « la recherche de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes », et moi j'aime bien rajouter « aujourd'hui et demain », parce que je crois que ça fait droit vraiment à ces questions d'arbitrage dans le temps. Ça nous permet de nous poser la question de savoir comment nous désignons les composantes du bien vivre, de la vie bonne, pour nous-mêmes, avec d'autres. Et ça demande du débat, parce que ça, c'est parfois une critique qu'on adresse à l'égard de la notion de bien commun au singulier, c'est dire ça pourrait être perçu comme une notion figée. Alors, l'idée, c'est bien de se dire qu'est-ce qu'on met sous le terme bien commun, quelles sont les valeurs qui nous paraissent devoir orienter nos existences, avec et pour autrui, c'est-à-dire c'est pas le sage tel que Épicure, par exemple, le désigne, qui est comme un dieu parmi les hommes, c'est-à-dire éloigné des affaires des hommes, qui regarde tout ça de loin. C'est comment est-ce que tout ça touche la question du bien vivre avec et d'autres à travers la planète et pour les générations futures. Dans des institutions justes, c'est se dire que nous avons des conceptions du bien vivre qui peuvent être parfois divergées sur certaines dimensions dites substantielles du bien. Et ça, on l'a vu en France particulièrement dans les débats sur, par exemple, mariage pour tous, manif pour tous, etc. Il y a des sujets qui sont extrêmement clivants. Donc, comment arriver ensemble à se mettre d'accord sur le fonctionnement d'institutions qui vont nous permettre d'avancer collectivement vers en tout cas des institutions moins injustes. Et je crois que c'est aussi, d'un point de vue éthique, une bonne question à se poser, c'est déjà de se dire, sous l'angle des injustices que nous repérons, pouvoir analyser les injustices structurelles qui sont les nôtres. Et peut-être précisément par rapport, par exemple, au graphe que je viens de montrer, se dire qu'il y a des gens à travers la planète ou des pays qui sont moins bien lotis. Et donc, est-ce que c'est à eux d'être encore, de faire face à ce qu'on peut appeler une double ou une triple peine quand ils sont plus pauvres matériellement, souvent les plus pauvres sont souvent dans les zones les plus polluées ou avec moins de ressources pour pouvoir faire face aux catastrophes. Et donc, voilà, comment réfléchir en termes de critères d'institutions plus justes et donc de responsabilités à porter peut-être en priorité pour certains acteurs. Ce qui rejoint ce qui est évoqué dans les conférences des COP autour de l'idée de responsabilité commune et différenciée. Alors, si je fais le lien justement avec ce que je viens d'évoquer autour des enjeux de bien commun, ce
que je crois que ça peut rejoindre un peu la façon dont on peut réfléchir à l'aune des disciplines de gestion. Finalement, se dire qu'on doit éviter une perspective fixiste du bien commun et ouvrir des débats, mais ce qui veut dire, sans doute pour se donner des garde-fous, reprendre cette idée des limites ou des frontières planétaires, là l'image du donut, et dire finalement quelle recherche d'équité dans le respect des frontières écologiques et sociales, et donc sur la base d'un nouveau pacte avec la nature. Et donc, quelles responsabilités communes et différenciées, du coup, pour les acteurs économiques et financiers, puisque ça nous intéresse particulièrement dans les écoles de commerce, se dire dans les formations en économie et gestion, voilà, comment ces acteurs sont appelés à se mettre dans la question avec d'autres, sans dire qu'ils ont apporté toute la responsabilité, mais quelles sont les responsabilités qu'ils ont plus particulièrement apportées, et du coup avec cette idée d'un horizon désirable et des trajectoires et des outils de gestion qui soient appropriés. Là, je me suis dit finalement, toutes les disciplines de gestion sont concernées par ce questionnement-là. Alors, si on essaie de regarder un peu plus précisément les choses, là, j'ai mis cette diapositive, je crois que dans le manuel, on en parle dans la porte dynamisme, mais en fait, je trouve que c'est intéressant de la mettre dès la porte ethos. C'est quelque chose moi, que j'avais découvert au Schumacher College, où j'ai passé plusieurs mois avant de créer le campus de la transition. Cette méthode des 3 horizons a été conçue par Bill Sharp, qui était le patron de la recherche de HP. Et l'idée, c'est très intuitif en fait, c'est de considérer 3 horizons qui sont à la fois des horizons temporels, mais aussi 3 façons de se rapporter à nos réalités. Et en prenant conscience qu'à chaque horizon correspond une posture privilégiée. Donc vous avez, et en gros, la dynamique, c'est de passer du H1 au H3 pour revenir au H2. Alors, le H1, c'est l'horizon dans lequel nous sommes. Et si je reprends, c'est la posture de celui qui est en responsabilité, donc du manager notamment, celui qui doit gérer une situation. Et si je prends un chef d'entreprise, chaque mois, eh ben, il doit s'assurer que les salaires sont versés à ses salariés. Donc, il est pris dans un modèle qui est soumis à des contraintes liées au contexte dans lequel il est. Donc ça, c'est l'horizon 1. Et donc, en gros, le manager, c'est quand même celui qui scoltine aussi la complexité du réel aujourd'hui, ici et maintenant. On voit bien que vis-à-vis de notamment cette image du donut, là, du respect des frontières planétaires, il y a l'horizon 3, qui est la vision du futur souhaitable. Et donc, l'horizon 3, c'est la posture du visionnaire, celui qui se projette dans l'horizon désirable. C'est peut-être justement ce que le Shift a fait récemment là, avec ce rapport-là pour la France, de se dire comment est-ce qu'on va se représenter, ce que veut dire une France et potentiellement des sociétés à travers le monde qui soient des sociétés bas carbone, plus inclusives, plus solidaires. Voilà, quel est l'horizon vers quoi on veut arriver pour être dans des sociétés vraiment décarbonées et plus justes. Et puis, entre les deux, c'est l'horizon 2. Ce sont les trajectoires qui vont nous permettre de passer du H1 au H3. Et vous voyez que dans le horizon 2, ça se subdivise dans la représentation faite par Bill Sharp entre le H2- ou le H2+. Et le H2-, alors indiqué là, le changement progressif, mais en fait, c'est aussi beaucoup, le H2-, c'est souvent le greenwashing, c'est-à-dire on dit qu'on fait des choses, mais parfois on change des choses pour que rien ne change. Et le H2+, c'est le changement transformatif, c'est-à-dire c'est une décision qui est prise, un pas qui est posé, qui peut être petit au départ, mais dont on se dit qu'il est décisif pour des transformations. Et je crois que c'est intéressant pour les disciplines de gestion, quelles qu'elles soient aussi, d'avoir en tête, alors c'est bien sûr très vrai pour tout ce qui a trait à la stratégie et à la réflexion sur la théorie des organisations aussi, sur le fonctionnement de nos économies, mais je crois que ça peut permettre à chaque discipline, sous-discipline, de s'interroger pour se dire finalement, moi en termes de marketing ou autre, le H1 aujourd'hui, c'est souvent contribuer à faire vendre des produits et des biens et des services dont pourtant on sait qu'un certain nombre d'entre eux ne sont pas conformes à des exigences sociales et environnementales. Bon, et donc du coup, ça pourrait être se dire quel est mon H3 ? Est-ce qu'il faut aller vers une société sans marketing, comme certains le proposeraient, ou sans certains types de publicité ?
Ou est-ce que c'est un H3 dans lequel toutes les publicités, ça sera des artistes qui feront chacun, enfin, je sais pas, voilà, on pourrait se dire, quel est mon H3 du point de vue d'une discipline comme le marketing? Et puis, le H2, c'est comment, du coup, je vais proposer des enseignements qui vont favoriser des transformations qui vont permettre justement aux étudiants, aux acteurs, ensuite d'être des acteurs les plus responsables possibles. Et comment tout ça, évidemment, va de pair avec un changement d'un point de vue institutionnel. Donc, ça va aussi de pair avec l'interrogation sur le changement des règles du jeu, sans quoi on peut penser que les changements ils seront qu'à toute petite échelle. Voilà, donc je pense que ce tableau des 3 horizons, il nous permet ensuite, et là je vous propose de vous demander de prendre là 2 minutes personnellement pour vous dire quel serait pour vous un dilemme personnel dans votre expérience professionnelle, comme enseignant-chercheur ou autre, que vous avez, et c'est peut-être en me disant dilemme, et peut-être au regard de ce H3 et de ces trajectoires H2, pour qu'elles soient des trajectoires H2+. Et puis peut-être nommer aussi un dilemme collectif ou structurel. Je propose là, de prendre 2 minutes, et puis si vous voulez aussi de mettre dans le chat l'un ou l'autre. Et juste pour rappeler le Oui, temps qui le s'écoule temps. inexorablement, Oui, oui, oui. il nous reste J'ai bien 14 vu. minutes. Mais je On y savais passer qu'il un allait. peu, hein. Pas de souci. Oui. Merci beaucoup pour ces dilemmes. Alors, on n'a pas le temps d'y rester plus longuement, mais dans la demi-heure d'échange, on pourra éventuellement reprendre un point ou l'autre. Mais voilà, se dire d'un point de vue systémique ou structurel, rester dans le système ou sortir du système. La question de savoir s'il faut imposer, c'est-à-dire contraindre, ou responsabiliser, inciter. Mais voilà, est-ce qu'il faut l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre? Puis à une échelle plus personnelle, l'usage de la voiture, alors même qu'on veut créer un collectif dans un lieu retiré, etc. Toutes ces contraintes quotidiennes auxquelles nous faisons face. Voilà pour la porte ethos. Je pourrais en dire plus, mais je pense que ça donne une bonne idée de la manière dont cette porte ethos, donc, qui permet de clarifier des dilemmes au regard de trajectoires, eh bien, elle nous mène justement à considérer des enjeux. Des enjeux du point de vue je passe du point de vue des règles du jeu. Et là, vous avez les 3 sections du chapitre Nomos dans l'ouvrage. Une première autour des enjeux métriques, indicateurs, modèles, puis quels droits et quelles règles pour la transition, et enfin, quelles institutions, quelle gouvernance d'un point de vue plus politique. Et là, donc évidemment, ça concerne à la fois le droit, sciences politiques, l'économie, la finance, la fiscalité, la compta, le contrôle de gestion, tout ce qui est RSE et stratégie, RH, etc. Ce n'est pas exhaustif, mais voilà. Donc, beaucoup de disciplines sont convoquées, et là, dans une articulation sans doute entre la gestion avec le droit et la science politique. Alors, là, j'ai mis en fait un schéma que j'utilise beaucoup depuis une petite vingtaine d'années, qui est lié au doctorat que j'avais fait sur les enjeux de responsabilité des multinationales dans les pays du Sud, où je m'étais intéressée aux critères de responsabilité des multinationales. Et puis, j'ai mis l'année dernière, avec un de mes doctorants, on a mis le schéma dans le donut, en disant, au fond, la question, c'est vraiment de se dire comment les responsabilités des acteurs économiques sont envisagées avec ce respect des frontières planétaires. Et du coup, donc, vous voyez, c'est le cadre des responsabilités. Il désigne des responsabilités pour différents acteurs, différentes parties prenantes, ou à l'égard de diverses parties prenantes. Et tout ça avec cette idée qu'à tous les niveaux, en permanence, se poser la question de savoir comment des critères sociaux et environnementaux sont pris en compte. Alors, c'est comme tout schéma, la difficulté, c'est que il devrait être impliquer une perspective dynamique, et il ne s'agit pas de le prendre d'un point de vue, là encore, figé. Mais je crois que c'est intéressant de cartographier les responsabilités complémentaires des entreprises, parce que souvent, quand on parle de RSE, on continue quand même largement à parler de responsabilité sociale, sociétale et environnementale, et à peu regarder les enjeux en termes économiques et financiers, et en termes politiques et stratégiques. Or, c'est bien ça qui est en jeu, et d'ailleurs qui fait parler aujourd'hui beaucoup de responsabilité politique de l'entreprise,
Et moi, du coup, l'année dernière, m'est venue l'idée de parler de RSE au sens de responsabilité systémique de l'entreprise. Parce que je crois que c'est vraiment ça qui est en jeu et qui rejoint bien la perspective inter- et transdisciplinaire qui est nécessaire. Et là aussi, encore pour faire en sorte que les entreprises puissent agir au bon niveau et en prenant conscience que, évidemment, elles peuvent, et notamment des PME ou autres, n'ont pas du tout de levier sur l'évolution des règles du jeu. Je pense que les multinationales, on en sans doute beaucoup plus parce qu'elles le font déjà à travers le lobbying pour obtenir des réglementations souvent dans un intérêt privé à court terme. La question, c'est bien de savoir comment les entreprises sont considérées comme des acteurs politiques au sens où elles ont des effets sur la vie de la cité, sur la police, et comment est-ce qu'on encadre ce rôle politique pour leur demander d'assumer justement un certain nombre de responsabilités vis-à-vis du respect des frontières planétaires. Et donc ça implique de regarder non seulement les enjeux en termes sociétal et environnemental, ce qu'on peut appeler une vision de la responsabilité davantage comme imputation, c'est-à-dire qui relève d'une causalité souvent plus directe, plus linéaire entre ce que fait une entreprise quand elle pollue une rivière et la manière dont elle va réparer ça. Quand on parle des enjeux du climat ou des enjeux de biodiversité, alors certes, l'entreprise peut avoir des effets directs, et notamment des entreprises comme les énergéticiens, les entreprises cimentières, etc. Mais bien souvent, on a affaire à des effets émergents liés à des boucles rétroactives. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut parler de la responsabilité aussi comme mission partagée avec d'autres acteurs. Là, je ne parle pas de l'entreprise à mission dans le cadre beaucoup plus ciblé de la loi Pacte. Je parle de responsabilité comme mission au sens où Paul Ricoeur distinguait la responsabilité comme mission et comme imputation, l'une d'entre elles comme imputation étant davantage tournée vers le passé, vers ce qui a été fait ou pas, et la responsabilité comme mission étant davantage tournée vers l'avenir pour se dire comment est-ce que moi, entreprise, j'agis avec d'autres acteurs pour changer les règles du jeu, pour vérifier que la valeur créée, elle est répartie équitablement au long des chaînes de valeur mondiales, etc. Et donc, ce qui oblige à regarder des enjeux en termes de responsabilité économique et financière la plus systémique, c'est-à-dire la question de la transformation des normes comptables, la question des normes fiscales, la question des politiques salariales et de la répartition de la valeur, la question des stratégies d'investissement. Et puis, d'un point de vue plus politique, ça rejoint ce que j'évoquais du point de vue des communs et de la gouvernance des communs et des biens communs, et aussi les choix en termes de gouvernance d'entreprise. Voilà, je ne peux pas détailler, c'est davantage détaillé dans la porte Nomos. Et puis, tout ça est lié évidemment avec une interrogation en termes juridiques sur l'évolution du droit pour permettre ces transformations-là et pour faire en sorte que les entreprises puissent porter ces responsabilités sans être dans une course vers le bas du point de vue social et environnemental, comme c'est souvent le cas avec la réalité des chaînes de valeur mondiales, par exemple. Ça, c'est donc Nomos. Je passe vite. Logos, c'est cette idée que voilà, nous avons à regarder les imaginaires qui vont nous permettre de changer nos modèles, nos modes de vie et donc un certain nombre de fonctionnements entrepreneuriaux et critères d'activité économique et financière. Voilà, j'ai vu, alors il y a quelques là, ça on aurait pu mettre Don't Look Up, le récent film, je pense qui peut aider beaucoup les étudiants et d'ailleurs et les décideurs à réfléchir peut-être face à l'urgence écologique et climatique. Alors, dans la porte Logos, elle fait droit donc au récit, aux rationalités à l'œuvre et nous inviter à regarder le choc des rationalités dans différents domaines. Et je pense que cette interrogation, elle touche notamment les disciplines comme la communication, le marketing, là encore les questions de RSE, de stratégie, les aspects RH. Voilà, comment est-ce qu'on essaye d'embarquer, d'emmener les uns et les autres et avec quels moyens, notamment pour nourrir nos imaginaires autrement. Je crois que l'heure tourne, alors je vais passer assez vite. Je pense que c'est une façon aussi de de regarder le discours sur le développement durable, les ODD en disant à la fois, et là c'est la manière dont l'Agence française de développement a essayé de regarder les ODD en disant il y a des aspects qui sont plus liés à l'accord de Paris, des aspects plus écologiques et d'autres plus sociaux.
mais je crois qu'il faut vraiment les considérer ensemble et puis surtout ne pas oublier d'analyser les tensions qui peuvent exister entre ces objectifs, ce qui est toujours une façon de pouvoir critiquer aussi un grand discours néolibéral gagnant-gagnant qui consiste à essayer de montrer comment on pourrait arriver sans conflit à relier les objectifs de croissance économique, de progrès social et de protection de l'environnement. Or, voilà, c'est bien que ce n'est pas si simple que ça et que précisément, l'objectif, c'est quand même d'être sur une perspective de prospérité sans croissance, si je reprends les termes de Tim Jackson, un rapport remis au gouvernement anglais il y a une douzaine d'années, où prospérité avec une faible croissance, en tout cas du PIB tel qu'il a été calculé jusqu'à maintenant, d'une manière, comme je le disais, qui est complètement liée à la consommation d'énergie fossile. Voilà, donc comment aborder ça, sachant que on a un objectif 8 qui parle de croissance et un objectif 7 qui parle par exemple d'accès à des énergies propres pour tous. Et là, il y a une vraie tension, voire contradiction entre les deux objectifs. Donc, voilà, pouvoir regarder comment ces objectifs désignent une société désirable, mais en même temps, justement, ne pas se payer de mots et pas être dans du H2- quand on utilise les ODD. Voilà. Alors, je vais passer tout de suite à Praxis. À partir de là, agir à la hauteur des enjeux, c'est se poser des bonnes questions. Et là, là c'est juste une diapo sur la responsabilité des scientifiques et des enseignants-chercheurs. Se dire peut-être qu'on est amené à se poser des questions sur l'usage de l'avion. Ce n'est pas forcément du tout ou rien, mais une vraie question quand on est soit une école qui a par exemple des campus dans différents pays ou quand on oblige les étudiants à partir à l'étranger. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour se dire peut-être ça a du sens quand c'est partir pour plusieurs mois. En revanche, aller dans un colloque pour traverser l'Atlantique pour parler un quart d'heure, est-ce que ça a vraiment du sens? Et donc, voilà, revisiter nos pratiques à différents niveaux. Je n'ai pas le temps de détailler, mais du coup, dans l'ouvrage, il y a aussi une réflexion sur la compréhension du travail dans ses différentes dimensions objectives, subjectives et collectives, pour se dire comment créer de la valeur, à quelles conditions, d'une manière, là encore, qui soit ajustée. Et puis, se disant, voilà, des stratégies transformatrices, pas le temps de détailler. J'ai mis des exemples qui me semblent être des exemples intéressants. Aucune de ces entreprises, évidemment, ne va cocher toutes les cases, mais il y a quand même des dynamiques qui permettent d'essayer d'intégrer les frontières planétaires. Il faudrait analyser chacune d'entre elles en disant comment est-ce qu'elles assument des enjeux, que ce soit du point de vue des enjeux numériques, des points de vue des chaînes de valeur, avec les questions de coton aussi pour les chaînes de vêtements, Biocop, tout ce qui est trait à l'alimentation. Serge Ferrari, c'était au départ les toiles, les bâches, voilà, et le souci d'arriver vers des économies les plus circulaires possibles. Voilà, pour donner juste quelques exemples. Et puis, voilà, ce qu'on connaît bien, c'est cette réduction nécessaire à moins de 2 tonnes par habitant. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, comment est-ce que ça nous concerne comme citoyens et consommateurs? Et du coup, comment ça entraîne des réflexions évidemment pour les entreprises. Et je vais terminer juste sur dynamisme, se reconnecter à soi, aux autres, à la nature, à plus grand que soi. C'est sans oublier sa part de soi, mais c'est en ayant vraiment conscience de la manière dont, à travers la planète entière, certains sont vulnérables. Et donc, comment, voilà, face au risque d'être dans ce qu'on appelle l'éco-anxiété, quelles ressources collectives mobiliser? Et puis ensuite, à l'échelle individuelle et peut-être très, très personnelle. Et donc, cette reconnexion-là, elle peut prendre plein de formes de méditation, de mobilisation, de participation à des groupes de réflexion, etc. C'est aussi la reconnexion avec une nourriture dans laquelle on sait un peu plus ce qu'on consomme et comment, etc. Et puis, je termine vraiment là sur un peu les compétences que tout ça permet de mettre en œuvre. Et ça, je sais que de toute façon, dans le groupe de travail, il y a cette réflexion sur les compétences à mobiliser. Là, je reprends juste le tableau qu'on a mis à la fin du manuel et qu'on a repris aussi dans le manuel pédagogie.
c'est reprendre les 6 portes avec les compétences qui vont avec et montrer comment c'est complètement cohérent avec ce que la conférence des grandes écoles et la CPU ont proposé de valoriser, et puis les compétences de l'UNESCO, et puis aussi ce que Peter Senge sur la théorie U propose aussi, qu'il appelle des disciplines, voilà, et qu'on peut encore relier, je pense, avec le récent rapport Jouzel qui est paru, et avec ce que l'Union européenne aussi propose comme compétences à mobiliser pour la transition. Voilà, et puis je crois que je vais m'arrêter là et je vais arrêter de partager mon écran. Voilà. Eh ben, parfait, merci beaucoup Cécile pour ce tour d'horizon passionnant et qui donne juste envie de se plonger encore plus dans ce manuel de la grande transition qui nous sert de référence dans nos travaux au sein du Shift Project, dans notre réflexion sur les connaissances et compétences en lien avec les enjeux écologiques à transmettre, à inscrire au programme des étudiants d'établissements supérieurs en gestion. Et c'est un peu dans ce cadre-là qu'on va poursuivre la discussion, à savoir quelles sont les connaissances et compétences. On en a abordé beaucoup, les angles, les sujets qui devraient faire partie de ces programmes de formation pour ces écoles et pour ces établissements. Là-dessus, j'inviterai tous les membres du panel à poser peut-être directement leurs questions en ouvrant leur micro à Cécile pour qu'elle puisse répondre. Et puis, Vinciane s'assurera qu'on puisse relayer également les questions des autres participants qui ne sont pas membres de panel et qui peuvent également poser leurs questions via le formulaire, je pense que Vinciane a mis en ligne, ou via directement via le chat. Voilà. Donc, je pense que Florent avait une question par rapport au commun. Oui, bonjour à tous. Bonjour Madame Ménard, merci beaucoup pour cette intervention. En lien avec l'approche des communs, en fait, pensez-vous que les sciences de gestion… Alors, Florent, on a un petit souci de connexion. Qui sont enseignées dans le supérieur, notamment… Je vais me permettre de couper le micro de Florent et de relayer sa question. Parce que… plus réintégrer ces aspects de… Ah, vous m'entendez pas? Non. Alors, c'est une question. Maintenant, on t'entend, mais tout à l'heure, on ne t'entendait pas. Peut-être je peux relayer les questions que tu as mises dans la discussion. Hein. Ça va être peut-être plus simple. Oui, désolé. Alors, j'ai envoyé la question, effectivement. Merci, Calvin. Ouais, en lien avec l'approche du commun, pensez-vous que les sciences de gestion enseignées dans le supérieur, notamment en business school, doivent plus réintégrer ces aspects et ne pas se concentrer quasi exclusivement sur les entreprises privées, débouchés, techniques de gestion, etc. etc. Je pense que c'est la première partie de la question. Donc, oui, je crois, et que il me semble que l'approche des communs, elle peut être aidante pour réfléchir à la fois au fonctionnement des entreprises classiques, et quand même en se demandant comment ces entreprises, elles contribuent plus ou moins à mettre à disposition de consommateurs et de clients des biens et services utiles à tous. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que c'est intéressant de faire droit à ce questionnement sur les communs, et peut-être en articulant justement l'approche des communs avec la question des biens, la désignation des biens communs mondiaux. Et puis, regarder plus particulièrement des formes entrepreneuriales un peu différentes, alors que ce soit, il y a déjà dans la plupart des écoles, je pense, un certain nombre de cours destinés à regarder les entreprises dites de l'ESS ou les formes coopératives. Mais je trouve important, ce que je trouve intéressant dans cette approche des communs, c'est qu'elle nous invite à relier justement ces secteurs, et pas à dire il y a d'un côté les entreprises qui vont s'intéresser à ces questions et à essayer d'intégrer plus fortement les enjeux sociaux notamment, et puis de l'autre les entreprises classiques. Il s'agit vraiment, avec cette approche, de pouvoir voir comment on infuse une réflexion un peu différente à l'intérieur même de nos modèles plus classiques. Et là encore, ce n'est pas forcément du tout rien. Pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie à l'ouvrage que j'ai coécrit avec Swan Baumier, qui s'intitule « L'entreprise comme commun », qui est un ouvrage que vous trouvez en ligne, puisqu'on l'a publié aux éditions Charles-Léopold Mayer, qui, au bout de quelques mois, met justement au commun, en libre accès, les ouvrages qu'ils éditent. Et on a pris justement comme
comme plan de notre ouvrage les 4 responsabilités que je mentionnais tout à l'heure, mais au regard de l'approche des communs. Alors ça, ce n'est pas pour dire que toutes les entreprises, qu'on considère que toutes les entreprises, comme les multinationales, peuvent être considérées comme des communs, bien loin de là, mais pour montrer comment cette préoccupation pour les biens communs, le bien commun, devrait pouvoir traverser toutes les entreprises. Donc voilà, il me semble qu'il faut faire les deux, à la fois regarder des entreprises qui sont plus cohérentes du point de vue d'un fonctionnement en commun, et ça, quand on voit les ouvrages type de Benjamin Coria, de Dardot et Laval, etc., sur les communs, on voit que ça fait droit à des initiatives, par exemple la remunicipalisation de l'eau à Naples, avec l'entreprise ABC, Aqua Bene Comune. Mais voilà, mais ça, c'est un type d'entreprise, mais je trouve que c'est intéressant d'utiliser aussi cette approche pour aider à une réflexion critique autour de toutes les entreprises. Je voulais savoir peut-être quelle était votre réflexion sur la place de l'apprentissage de l'influence et du lobbying inversé au service de la transformation, justement, profonde, durable, et de la stratégie politique dans les écoles de commerce. Plus concrètement, c'est-à-dire sur... c'est-à-dire au sens d'essayer de faire du plaidoyer, quoi, plutôt que du… Exactement. Voilà. Est-ce que le fameux face-à-face HEC qu'on apprend parfois en classe préparatoire avant les écoles de commerce suffit, ou comment aller plus loin justement au service des métiers des étudiants demain? Oui, je trouve que ça serait intéressant d'avoir un peu les échos des uns et des autres dans leur pratique d'enseignement. Moi, il me semble que là aussi, selon les disciplines dans lesquelles on se trouve, on peut imaginer des choses différentes, parce que je me dis que directement, enfin, le lobbying inversé, c'est aussi une façon de réfléchir du point de vue du droit à ce que peut être pour une entreprise un plaidoyer en faveur de l'adoption de réglementations qui changent vraiment les règles du jeu dans le bon sens. Et pour te dire, alors là, je vais un autre livre que j'avais écrit avec 2 cadres dirigeants, un ancien de Total et un ancien d'Alstom, avant la COP21, qui était l'ouvrage « L'entreprise au défi du climat ». Et c'était intéressant parce que l'un d'entre eux expliquait l'expérience, alors bon, il anonymisait un peu les choses, mais l'expérience qu'il avait eue comme directeur de la stratégie de son entreprise, voilà, pour essayer de faire passer justement une réglementation dans un truc très, très, très sciences de l'ingénieur, enfin bon… Dans un domaine voilà, dans lequel il se disait il faudrait changer la loi en France pour qu'on avance dans la bonne direction. Et en gros, à l'époque, on lui avait dit mais non, ce n'est pas notre sujet. En gros, on va continuer à faire un gentil lobbying et on ne va pas se positionner en termes de plaidoyer. Donc, je me dis que déjà, inviter les étudiants en fait, à réfléchir aussi à ce que peuvent être des responsabilités pour regarder quelles sont les nécessaires évolutions des règles du jeu, c'est une chose. Et puis ensuite, se mettre en posture. Je sais qu'il y a des cours dans certaines écoles sur que veut dire désobéir aussi, entrer d'une certaine manière, être dans une approche critique qui favorise aussi un pluralisme. Et ça, je pense qu'il y a à la fois des options à prendre de la part de la direction des écoles et puis des profs qui peuvent enseigner justement de manière un peu provocatrice ce lobbying inversé. Et puis, je pense que là, je me disais, je parlais de cet ami qui a eu cette expérience-là. Moi, je fais souvent venir dans mes cours des personnes, des praticiens qui peuvent témoigner justement des dilemmes auxquels ils font face et de la façon dont ils essayent de bouger pour faire changer des choses de l'intérieur ou pour d'autres, par du plaidoyer externe. Et pour montrer la complémentarité entre les modes d'action aussi. Il y a une question sur laquelle on a échangé dans le groupe de travail récemment, qui était de se dire en tant que professeur, en tant qu'établissement d'enseignement supérieur, il y a l'a priori d'avoir à se positionner de manière… de positionner les débats, de positionner les grandes questions qui structurent cette réflexion sans nécessairement prendre parti. D'amener l'étudiant à se positionner lui-même par rapport à ces différentes options. Quel est votre point de vue par rapport à cette approche? Oui. Alors, après, moi, j'ai peut-être la chance d'être dans une perspective, dont j'ai une HDR en philo, voilà, et donc du coup, je pense que l'interrogation philosophique, éthique,
ou épistémologique permet de mettre en lumière un certain nombre de tensions et de réfléchir d'un point de vue qui peut être légitimement un point de vue normatif. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais la question de la mise en évidence des dilemmes, et que j'évoquais aussi du point de vue là, de l'apport ethos, le souhait qu'on avait eu de ne pas se positionner pour telle ou telle approche normative particulière, parce qu'en disant, là, on irait trop loin par rapport à ce qui est attendu justement d'un manuel qui aide à se poser des bonnes questions. En revanche, se dire que systématiquement, quelle que soit la discipline, on est à proposer une approche pluraliste, en tout cas une invitation à un regard critique au sens de cette interrogation, et c'est pour ça que la philo est aidante, qui se dit, mais qu'est-ce que je fais? Quelle est la posture que j'adopte quand j'enseigne telle ou telle chose? Quels sont les présupposés ensuite derrière un certain nombre d'outils de gestion qui sont mis en œuvre? Et ensuite, expliquer pourquoi il y a des bonnes raisons pour pouvoir utiliser tel ou tel, mais il y a aussi des points aveugles. Et donc, du coup, cette approche, cette interrogation critique, cette réflexivité de la part de tout enseignant-chercheur dans sa discipline, elle me semble fondamentale. En fait, à mon avis, ça relève même de la déontologie du chercheur, mais c'est vrai qu'on a pu beaucoup l'oublier en étant dans des approches très positivistes. Et donc, là, je crois vraiment qu'il y a à remettre à l'honneur oui, une interrogation de type critique, philosophique, et qui permet d'ouvrir le champ de réflexion et du coup, ensuite, d'inviter chacun à peut-être se livrer à une critique qui peut être pour certains plus interne et pour d'autres plus externe. Donc moi, je ne crois absolument pas à la neutralité axiologique en fait, des disciplines. En revanche, je suis d'accord avec le fait qu'il ne s'agit pas d'imposer une vision, mais il s'agit suffisamment d'ouvrir le champ de conscience. Et ça, ouvrir à une approche qui peut être ensuite une approche normative, en tout cas portée par les uns et les autres, et de valoriser ça d'un point de vue citoyen. Parce que sinon, en disant, si nous ne mettons pas, si nous ne clarifions pas nos systèmes de valeurs de représentation individuelle et collective, et si du coup nous ne sommes pas capables de justifier les finalités qui sont les nôtres, eh bien nous risquons pour le coup d'être nous-mêmes instrumentalisés et d'instrumentaliser les autres. Merci Cécile. Pour poursuivre sur le rôle, sur la posture des enseignants, Adeline et Anne avaient toutes les deux des questions qui se complétaient. Je vais vous laisser Adeline, Anne les dire à l'oral, ce sera plus sympathique. Oui, merci beaucoup Cécile pour votre intervention qui est très, très inspirante. Et moi, j'avais une question, effectivement, tout ce que vous nous proposez, partagez avec nous, est-ce que ça s'accompagne par des approches ou des méthodes pédagogiques spécifiques qu'il faudrait qu'on fasse évoluer auprès de nos étudiants pour justement leur apporter cette approche réflexive, cette approche critique, enfin toutes les portes que vous nous avez ouvertes? Alors, là aussi, je me mets complètement dans la question sur les manières de faire parce que, voilà, j'enseigne depuis, je pense, une quinzaine ou une vingtaine d'années dans différents établissements pour différents types de publics et de différentes tailles. Et ça, je crois que ça joue aussi beaucoup pour mettre en œuvre des pédagogies adaptées. Et puis ensuite, on fait aussi toujours à partir de ce qu'on est. Et donc, voilà. Et donc, ça, il ne s'agit pas de ce qu'on a essayé de proposer dans le petit manuel pédagogie, la transition, c'est d'inviter à une réflexion autour de ce que nous appelons au campus la pédagogie dite tête-corps-cœur. Alors là aussi, j'avais repris ça au départ de l'expérience au Schumacher College, où on aime bien parler des 3 H, head, heart et hand, donc plutôt tête, main, cœur. Nous avons trouvé que c'était préférable de parler de tête, corps, cœur, parce que le corps inclut la main, mais est plus large que la main. Et quand on parle du corps, on parle aussi du rapport à nos émotions, du rapport au sol, à la terre, voilà. Et ensuite, ça passe par une interrogation autour de l'importance de la main et du lien main-esprit d'ailleurs, mais pas que. Voilà. Et parler de pédagogie tête-corps-cœur, c'est bien dire qu'il s'agit, enfin, on en fait tous l'expérience, qu'il ne nous suffit pas d'avoir un diagnostic bien posé pour bouger individuellement et collectivement. Et donc, on a besoin de s'interroger sur les ressorts de l'action collective, de la transformation. Et ça, je pense que dans les disciplines de gestion,
Ça peut être d'ailleurs pour le meilleur et pour le pire, mais quand on parle de psychologie sociale, de théorie de comportement du consommateur, etc., c'est aussi parce qu'on essaye d'influencer. Donc, comment le faire? C'est la question posée tout à l'heure, pour influencer dans le bon sens sans manipuler. Ce que je pense aussi, et c'est pour ça que ça rejoint aussi la nécessité de faire droit à cette approche à la fois créative et critique. Et donc, qui, en gros, pour utiliser des gros mots, de parler d'émancipation individuelle et collective, qui est visée à travers ce qu'on essaye d'enseigner. Alors, on a aussi essayé de ne pas rentrer dans des débats trop clivants entre se dire, il ne s'agit pas pour nous d'être uniquement dans la défense, par exemple, des classes inversées ou de trucs très, très horizontaux, contre ce que serait une approche parfois magistrale. On se dit que dans un certain nombre de cas, et ça peut être dans 1 heure de cours, il peut y avoir un temps magistral dans lequel le prof propose un apport construit. Et je pense qu'on a eu tous l'expérience aussi d'avoir des enseignants qui nous aidaient à penser, parce qu'on voyait une pensée se déployer devant nous. Et sans doute, c'est intéressant d'avoir aussi ces… Et puis parfois, où un exposé bien fait, un peu technique aussi, peut faire gagner beaucoup de temps. Et puis ensuite, il peut y avoir des exposés des étudiants, enfin d'ailleurs ensuite ou avant. Il peut y avoir aussi des exercices qui permettent de se mettre en situation, des jeux de rôle. Ça dépend un peu du public qu'on a et puis de la taille des effectifs. Moi, il y a des choses que j'ai mises en place qui sont en fait très simples et qui, je trouve, peuvent changer beaucoup. C'est par exemple de faire 1 minute de silence avant chaque cours, chaque séance de cours, en expliquant que chacun y met ce qu'il veut, mais que c'est au moins un temps d'un peu de recentrage, de se dire, ben voilà, avec quoi j'arrive aujourd'hui, et se dire, ben voilà, je vais avoir le cours sur tel sujet, avec telle personne. Est-ce que je vais être juste un auditeur passif, voire qui va essayer de traiter ses mails en même temps qu'il écoute d'une oreille le cours? Voilà, enfin, chacun peut faire ce qu'il veut dans cette minute, mais c'est-à-dire prendre conscience qu'on est là, dans un environnement, un contexte. Et ça, en fait, quels que soient les cours, que ce soit école de commerce, d'ingénieur, Sciences Po, là au campus, etc., ça marche, en fait. Et je pense que quand on explique un peu le sens et qu'on met ça en place, et je crois que ça peut aider, en fait, vraiment beaucoup à ensuite disposer, chacun se dispose de manière plus responsable. Pareil, il trouve qu'il avait donné un cours là, pour des étudiants de Sciences Po et du Centre Sèvres là, pendant plusieurs années où il y avait une centaine d'étudiants. Donc, et là, j'avais 2 heures de cours. La première année, je faisais une pause entre les 2 heures, donc le temps que tout le monde aille aux toilettes, prendre un café, etc. Je perdais 1/4 d'heure, 20 minutes. Je me suis dit, c'est pas possible, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir quand même un moment un peu où on change de rythme? Même si j'essayais aussi, dans le cadre des 2 heures, parfois d'avoir des trucs où je demande aux étudiants de parler 2 par 2 sur un sujet, d'échanger des choses et éventuellement de faire une petite remontée, ou pas systématiquement. Mais entre les 2 heures, je proposais à un étudiant d'animer de 3 à 5 minutes de jeu corps-cœur. Ça pouvait être un temps de respiration, un mime, écouter une musique, enfin des tas de choses très différentes. Et là, les étudiants ont souvent plein d'idées. Et c'était très, très chouette. Et ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément des choses qui nécessitent pour le prof d'avoir une spéciale appétence pour tout ça ou de se sentir très à l'aise. Parce que je crois que c'est aussi progressivement qu'on apprend. Et pour moi, ça a été un processus très progressif. J'avais l'habitude de donner des cours très magistraux, avec des études de cas, mais en fait, globalement, le corps-cœur, ce n'était pas du tout ma manière de faire initiale. Et c'est en voyant d'autres faire et puis en faisant avec d'autres. Donc, ça peut être aussi intéressant, justement, d'embarquer les étudiants là-dedans ou de faire des sessions avec d'autres profs dans lesquelles on se partage des idées pédagogiques. Et là, il y a vraiment plein de choses à mettre en œuvre qui favorisent une intégration plus grande, qui touche aussi. Et je crois qu'il faut faire, c'est ne pas avoir peur de ce que ça suscite en termes d'émotion chez les étudiants et chez nous-mêmes comme profs. Et là, ces derniers temps, il y a aussi Caroline Verza, qui est prof à l'ESCP, là, qui est en année sabbatique et avec laquelle on a pas mal discuté et qui a travaillé avec une psychologue sur la manière d'accompagner la gestion des émotions des profs face aux enjeux écologiques. Et elle a travaillé aussi avec des étudiants. Je trouve que c'est intéressant. C'est nous-mêmes prendre conscience parfois peut-être de choses qu'on n'a pas envie de faire parce qu'on ne se sent pas à l'aise. Et du coup, comment aussi se donner les moyens d'être accompagné dans ces transformations-là.
Merci Cécile. Je crois qu'il y avait encore, on va encore prendre 2 questions, puis on va clore. On arrive bientôt au terme de cette audition. Je crois que Anne Audranly avait également une question. Anne, je te laisse la poser. Oui, bonjour et merci Cécile pour cette présentation très intéressante. Je crois que de toute façon, ma question a été répondue par Cécile, hein. Il s'agissait de se poser la question de savoir est-ce qu'on doit proposer des solutions aux étudiants ou est-ce qu'on doit les faire par eux-mêmes trouver les propres solutions à la transition. Vous y avez répondu hein, dans la dernière réponse à Adeline. Donc, je ne voudrais pas vous faire perdre votre temps. Peut-être qu'il y a d'autres questions, je n'ai pas vu. Dan, j'ai vu que tu avais des commentaires. Est-ce que tu as une question Alors, je crois que Dan est plus en ligne. Dan Evans. Oui, c'est parce qu'on a une réunion à midi à Parfait. laquelle il faut qu'on soit tous impérativement à l'heure. D'accord, C'est très pour bien. ça. Merci beaucoup, Cécile. Merci. Peut-être relayer malgré tout ce que disait Dan sur... globalement, il disait qu'il enseignait la tactique d'influence, le pouvoir, la politique, et qu'il a la sensation que les personnes en France ont du mal à comprendre la différence entre l'influence, avec un rôle de leader, et la manipulation. Oui. C'est quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure un petit peu, Cécile. Et que pour beaucoup, enfin d'après beaucoup, l'influence et la politique sont à éviter. Je ne sais pas si vous avez des réactions qu'on pourrait lui transmettre ensuite. Ça rejoint un peu ce que j'évoquais avec la question de la responsabilité politique de l'entreprise. Et je crois que c'est certes la politique politicienne ou la collusion entre, par exemple, les élites économiques et politiques dans certains pays africains sur les questions de pétrole, notamment tout ce qu'on appelait la France-Afrique, c'est bien connu. Mais justement, en fait, je crois que si on veut pouvoir peser de façon forte sur des transformations, il s'agit de prendre au sérieux le rôle politique de l'entreprise, pas au sens de vouloir justement l'inviter à être dans ce jeu politicien, mais c'est précisément parce que le pouvoir économique d'abord d'un certain nombre d'entreprises entraîne un pouvoir politique, et donc il vaut mieux le reconnaître pour pouvoir l'encadrer précisément par le droit. Et puis, là encore, je pense qu'il y a la critique externe qui est utile, mais aussi le travail interne à faire dans les entreprises pour que les collaborateurs aussi soient partie prenante de ce qui est affiché comme mission de l'entreprise, puisque toutes les entreprises, notamment les grandes, définissent une mission pour le bien commun. Et en un sens, parler d'influence, ce serait de se dire comment est-ce qu'elles vont être porteuses de ce souci du bien commun, et donc notamment qui passe par le respect des frontières planétaires, et comment est-ce qu'elles vont mettre à la question en interne les dirigeants de l'entreprise ou comme responsables, c'est-à-dire pouvoir rendre des comptes de la manière dont l'entreprise assume cette responsabilité, qui correspond d'ailleurs à la nouvelle définition de la RSE par la Commission européenne depuis 2012, qui est la maîtrise de ses impacts, et ce qui veut dire au long des chaînes de valeur, et ce qui veut dire un changement de paradigme par rapport à l'idée que la RSE, ce serait juste ce qu'on fait de façon marginale à côté du cœur de métier. C'est vraiment réinvestir ce rôle politique ou systémique, c'est prendre conscience que tout est lié et que du coup, l'entreprise a des responsabilités d'ordre divers à assumer et qu'elle puisse jouer ce rôle d'acteur responsable vis-à-vis de la transformation des règles du jeu qu'à elle seule, elle ne peut pas transformer. Donc, voilà, de ce point de vue-là, il est essentiel que les questions dites de RSE soient complètement articulées avec les enjeux stratégiques et avec les enjeux voilà, la stratégie au niveau de la direction générale d'une entreprise. Sinon, on est forcément dans quelque chose qui va mettre les gens en porte-à-faux et justement induire des pratiques de manipulation à différents niveaux. Alors, malheureusement, merci beaucoup Cécile, malheureusement, nous devons terminer cet échange passionnant. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé, de vous être livrés à cet échange. Merci en particulier à Cécile d'avoir pris le temps de nous éclairer sur ces différentes portes qui sont d'autant de voies d'accès, de chemin finalement pour cette prise de conscience et cette mise en action au service de ces enjeux écologiques.
et qui vont absolument nourrir notre réflexion au sein de la task force. Je tiens également à souligner qu'au-delà de Cécile, il y a un certain nombre de personnes qui, au sein du campus de la transition, travaillent à nos côtés et aux côtés du groupe de travail pour élaborer ce socle de connaissances et de compétences. Merci à tous et merci Cécile, au revoir et au plaisir d'échanger et de prolonger cet échange autour d'un café peut-être. Oui, très bien, j'espère. Ou à Forges. Merci à vous. Oui, à Forges, Merci. voilà, ou à Nantes aussi. Parfait, Merci. merci, au revoir. Au revoir.